Alors, Joël Doré, vous êtes directeur de recherche à l'INRAE, vous êtes connu pour vos travaux sur le microbiote. Ce que j'ai envie de vous demander au début, c'est qu'est-ce que c'est le microbiote? Quelle est la définition du microbiote? Et puis celui dont on parle aujourd'hui, surtout, c'est le microbiote intestinal. Oui. Alors on est humain, on est microbien, on est écosystème et symbiose. J'aime bien commencer par cette série de qualificatifs qui en disent beaucoup sur ce qu'on est vraiment. Et en fait, on est en interaction permanente, nous, humains adultes, avec entre 50 000 et 100 000 milliards de bactéries, des archées, des champignons, des levures, des phages, des virus. Donc une faune énorme en termes de micro-organismes qui sont présents sur la peau et également au niveau de toutes les interfaces muqueuses de l'organisme. Donc bien sûr la sphère orale et respiratoire, la sphère génitale et urinaire et l'intestin où on a la plus grande densité de micro-organismes, une énorme biodiversité intérieure, on va dire, avec 100 milliards de bactéries par gramme de contenu colique dans le côlon. Donc, si j'ai bien compris, il n'y a pas un microbiote, il y a des microbiotes. Tout à fait. Celui dont on parle, quand on dit le microbiote, c'est le microbiote intestinal. C'est à celui-là qu'on fait référence. Voilà. Le plus dense, le plus riche, le plus diversifié, effectivement. Même à l'échelle de la planète, c'est un microbiote assez unique. Le microbiote intestinal, c'est ce qu'il y a dans l'intestin. Exactement, dans le gros intestin. Alors non, il est à l'intérieur de l'intestin et il tapisse également la couche de mucus qu'on produit en permanence en fait de l'intestin. Il est séparé du reste du corps humain par une monocouche de cellules qui est la paroi intestinale en fait, qui bien sûr nous protège contre l'invasion par des microbes. Ça fait partie de la barrière, on appelle ça, avec en sous-jacent des cellules immunitaires, donc nos défenses naturelles, qui sont là également vigilantes, mais qui apprennent à reconnaître après la naissance le microbiote comme faisant partie de la normalité, finalement faisant partie du soi, au sens de l'immunité. Et puis il y a également un grand nombre de cellules nerveuses. On parle de l'intestin comme le deuxième cerveau, et ça fait en partie référence au fait qu'il y a énormément de neurones dans l'intestin. C'est le deuxième organe en fait équipé en neurones après le cerveau, avec autant de neurones dans la paroi intestinale qu'il y a de neurones dans le cerveau d'un chat par exemple. Alors, plein de neurones dans la paroi intestinale, plein de bactéries qui se baladent dans tout ça, et plein de neurones dans le cerveau. Comment tout ce petit monde-là communique? Alors en fait, on savait depuis longtemps qu'il y avait une relation entre le cerveau et l'intestin. On connaît tous le stress de l'examen et l'impact que ça peut avoir au niveau du transit intestinal. Donc ça, c'est de la voie nerveuse. Voilà, la voie nerveuse qui passe par les surrénales, par la production de cortisol, une hormone de stress, et perméabilité intestinale immédiate. Donc là, c'était bien connu. Donc ce qu'on apprend à connaître depuis une dizaine d'années, c'est qu'il y a également une signalisation du bas vers le haut, de l'intestin vers le cerveau, qui passe par la voie nerveuse, mais également par la voie sanguine de trois façons différentes. Des petites molécules produites par nos microbes, certaines qui sont sources d'énergie par exemple pour les cellules du cœur ou du cerveau, des petites molécules qui sont des précurseurs de molécules actives dans le cerveau, des neuromédiateurs. On a une voie qui passe par les cellules de l'immunité, les défenses naturelles, qui produisent des molécules signales, et certaines qui vont circuler dans tout l'organisme jusqu'au cerveau. Et puis on a aussi des petites cellules qui sont spécialisées dans la production de peptides actifs localement et dans le cerveau, comme par exemple les peptides qui dirigent la perception de satiété. J'ai plus faim, c'est en gros une partie de petites molécules produites dans l'intestin qui vont définir ça au niveau du cerveau. Ça joue sur le comportement également et ça joue sur le développement de la signalisation entre les neurones dans le cerveau, donc l'efficacité. Est-ce qu'il y a un lien entre le microbiote intestinal et la qualité du microbiote intestinal et certaines maladies liées au neurodéveloppement, liées à l'humeur, liées au comportement, puisque tout ça communique? On évoquait le stress des examens. Est-ce qu'il y a des impacts beaucoup plus importants? Oui, où on en est en fait de la connaissance scientifique aujourd'hui sur microbiote et troubles du neurodéveloppement par exemple, ou troubles comportementaux. Ce que l'on a pu montrer, c'est que quand on compare des individus souffrant de ces troubles-là et des contrôles qu'on va dire sains, on arrive à mettre en évidence des différences du microbiote intestinal. On parle de dysbiose, altération de la composition, vraisemblablement altération fonctionnelle bien sûr associée, et ça ne nous emmène pas très loin au sens où on est encore loin d'un élément de causalité. Alors il faut bien voir que quand on a des règlements du microbiote, très souvent, dans les maladies chroniques en général, dans les troubles du neurodéveloppement également, on a une perturbation de la paroi intestinale, on a de la perméabilité,
on a de l'inflammation, on a du stress oxydant, et tout ça peut en fait s'entretenir en cercle vicieux, ce qui fait que l'altération des conditions, elle peut être délétère et durable, en fait. Et puis au-delà de ça, en fait, au-delà de l'altération du microbiote intestinal, ce qui se passe, c'est qu'on a pu mettre en évidence qu'on a à la fois inflammation, perturbation au niveau intestinal, et en même temps, à peu près en même temps, en fait, perturbation au niveau du cerveau avec ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, finalement les vaisseaux sanguins, la paroi des vaisseaux sanguins qui s'ouvre un petit peu et qui laisse passer encore plus de signal. Et donc quand on a inflammation au niveau intestinal, on a une micro-inflammation au niveau du cerveau qui peut altérer la signalisation entre les neurones, le fonctionnement du cerveau globalement, et donc le comportement, la sensation de bien-être ou au contraire l'anxiété, la dépression. Est-ce qu'on a fait un lien ou est-ce qu'on est sur le point de faire des liens entre la santé du microbiote et la santé mentale, par exemple ? On a des liens. On a dans plusieurs contextes la démonstration que non seulement il y a une dysbiose, mais que si on prend le microbiote des patients et qu'on le transfère sur des animaux qu'on élève sans germes, dans des bulles stériles en fait, eh bien on arrive à transférer soit des risques de développement de symptômes analogues, soit même les symptômes analogues à ceux de la maladie. On a fait ça dans la dépression, on a fait ça dans l'autisme, on a fait ça dans la sclérose en plaques par exemple. Et au-delà de ça, une des méthodologies qui est utilisée, c'est le transfert de microbiote de l'individu en bonne santé vers le patient ou vers le sujet atteint de troubles, l'objectif étant de diminuer les symptômes. Et on a ces démonstrations-là dans l'autisme, on a ces démonstrations-là dans d'autres maladies chroniques, en fait, d'autres contextes de maladies chroniques, comme l'obésité, comme le diabète, comme les maladies inflammatoires de l'intestin. Et donc, notre espoir aujourd'hui, c'est d'arriver à documenter cette relation de causalité de plus en plus. Donc, en clair, forte suspicion de causalité. S'il y a causalité, ça veut dire aussi que si on modifie la santé de son microbiote, et on va voir comment on peut la modifier, on peut aussi traiter. Ça veut dire qu'on a faire disparaître les symptômes. Des leviers d'action, effectivement. Oui. Et donc ça, c'est une ouverture vers des approches soit préventives, soit thérapeutiques, qui sont nouvelles, au sens où, pour l'instant, la nutrition essaye bien de moduler un petit peu le microbiote. La médecine s'adresse principalement à la gestion des symptômes, et même principalement l'inflammation quand il s'agit de l'intestin, et donc on utilise des anti-inflammatoires, si ça ne marche pas des corticoïdes, et honnêtement si ça ne marche pas, la médecine aujourd'hui enlève des morceaux d'intestin quand c'est de l'inflammation intestinale en fait, quoi. Donc on est sur un terrain d'innovation avec potentiellement des leviers qui n'ont pas encore été vraiment tentés pour l'instant dans la gestion de troubles ou la gestion de pathologies chroniques. Quand je modifie mon alimentation, vous avez évoqué des centaines de milliards de bactéries, alors ça doit être long à modifier le microbiote ou au contraire c'est très rapide? Pas tant que ça en fait, puisque on peut modifier l'alimentation en jouant assez rapidement sur le microbiote à travers l'apport de fibres par exemple. On a dans les descriptions d'altération du microbiote souvent documenté la perte de richesse et de diversité. Et les fibres sont un moyen d'agir sur la richesse et la diversité du microbiote. Et aujourd'hui, à travers la transition nutritionnelle qui s'est opérée depuis les années 50 en fait, à travers 2 ou 3 générations, on est passé de plus de 40 grammes par jour de fibres à moins de 18 on va dire. Et donc on a un levier facile d'action et on sait par la science que ce levier nous permet d'enrichir la richesse en composition mais en fonction aussi du microbiote intestinal. Qu'est-ce que c'est un bon microbiote? C'est un microbiote très varié, très riche? C'est quoi un bon microbiote? Alors c'est une question compliquée, mais ce que l'on a comme clé de connaissance pour l'instant nous disent un bon microbiote c'est un microbiote riche et diversifié, notamment parce que dans un grand nombre de contextes de pathologie, on a mis en évidence une perte de richesse qui est parfois drastique, c'est parfois moins 30% ou moins 50% de la richesse et de la diversité du microbiote. Et puis on a aussi certaines petites molécules qui sont produites par les bactéries et qui vont être source d'énergie, qui vont être protectrices en fait. Donc un bon microbiote, c'est aussi un microbiote qui produit ces petites molécules. Et puis dans les fonctions du microbiote, on sait qu'une des fonctions, c'est la prévention contre la colonisation ou la prolifération de bactéries de l'environnement. Quand on mange un yaourt, on mange 100 milliards de bactéries. Ces bactéries-là ne s'implantent jamais dans le microbiote intestinal parce que notre microbiote dominant va
les éliminer, ne pas leur permettre de s'installer. La même chose avec un morceau de fromage par exemple. Et donc cette fonction-là, elle est vraiment clé et elle doit opérer en permanence, sinon on est à risque de maladies infectieuses ou à risque de troubles chroniques autres. Vous disiez que, notamment, vous parliez des fibres et vous disiez que les fibres ont considérablement chuté dans la composition, dans l'alimentation, et donc c'est dommageable pour le microbiote. Qu'est-ce qui est dommageable aujourd'hui pour le microbiote? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait que notre microbiote s'est considérablement appauvri, voire dégradé sur ces 50 dernières années? Alors, dans les facteurs qui impactent le microbiote, on a changé énormément de choses en fait, hein, et en ne respectant pas trop le fait qu'on est microbien. On a changé tout ce qui entoure la naissance. Donc le mode de naissance, l'environnement de la naissance va jouer beaucoup et on sait qu'un organisme humain, un petit de l'homme qui est exposé à une richesse de micro-organismes finalement dans les périodes précoces de la vie va développer son immunité, ses défenses naturelles de façon efficace et va potentiellement, en faisant ça, se prémunir contre des risques de maladies chroniques. Trop d'hygiène, trop d'antibiotiques tue. Défavorable. Les antibiotiques, bien sûr, c'est effectivement un perturbateur fort du microbiote intestinal avec potentiellement des conséquences à moyen long terme qui sont documentées là aussi, peut-être surtout sur des modèles animaux pour l'instant, mais même chez l'humain, on a documenté le fait que la multi-antibiothérapie précoce dans la vie est associée à un risque accru de développement de maladies chroniques pour une douzaine de maladies chroniques en fait. Et puis il y a aussi l'exposition à des composés de la chimie environnementale en fait, hein, ou alimentaire. Les additifs alimentaires, les émulsifiants notamment, sont bien documentés pour le fait qu'ils vont promouvoir une augmentation de l'inflammation et donc altérer la relation de symbiose entre l'homme et ses microbes. Et puis le tabac, l'alcool, la pollution, les perturbateurs endocriniens, tout ça. Et la pollution, okay. Et l'excès d'alcool fort parce que ça joue sur la perméabilité intestinale. Ça, on a vu tout ce qui était délétère pour le microbiote. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'alimentation, c'est un levier, hein, si j'ai bien compris. Alors, la bonne alimentation pour le microbiote, qu'est-ce que c'est? Donc, on a dit déjà hein, les fibres. Avec les fibres, souvent viennent les polyphénols, qui sont des composés qui donnent la couleur en fait aux fruits et légumes. Et donc, si on peut garder la peau parce qu'on mange du bio, par exemple, c'est bien parce que ça apporte des polyphénols qui sont ils agissent directement sur les microbes et ils sont aussi anti-inflammatoires, antioxydants. Et donc par rapport au cercle vicieux qu'on a évoqué, ils sont intéressants parce qu'ils vont protéger certaines composantes de l'altération de la symbiose. Et puis il y a aussi les acides gras bien choisis. Donc les acides gras oméga 3, c'est les poissons gras, c'est l'huile de colza ou l'huile d'olive par exemple. Et puis qu'est-ce qu'on a également? Alors on évitera l'excès de protéines, et notamment de protéines d'origine animale, parce que ça apporte du fer, et le fer est inflammatoire en fait, et donc du coup ça va plutôt altérer, et on va surtout jouer sur la richesse du végétal, en fait, de l'apport du végétal. Les vitamines, les minéraux, alors, tout ça. les vitamines et les minéraux vont jouer indirectement par leurs effets sur le stress oxydant. La vitamine E, par exemple, est bien connue pour ses effets antioxydants, la vitamine C également, et puis leurs effets sur la perméabilité intestinale, sur l'intégrité de la paroi. Et il y a quelques petites molécules comme la glutamine, qui est un acide aminé, qui est une source d'énergie pour nos cellules de la paroi intestinale et qui, ce faisant, va pouvoir agir. Alors, on la trouvera plutôt comme complément alimentaire en pharmacie, par exemple. Et puis, il y a une autre composante de l'alimentation qui est les bactéries de la fermentation, des produits fermentés alimentaires comme, alors on parle de probiotiques de façon assez générique, ces micro-organismes-là pour certaines souches et certaines souches seulement, et ça ne marche pas aussi chez tout le monde puisque notre microbiote a son mot à dire, mais pour certaines souches vont apporter des propriétés anti-inflammatoires, protectrices de la paroi intestinale et ce faisant protectrices du microbiote. Et donc c'est aussi un levier qui est intéressant à utiliser un peu comme les fibres, c'est-à-dire ce qui compte c'est autant la richesse que la quantité en fait. L'apport de fibres, on devrait le penser en termes de richesse plus qu'en termes de quantité. Si j'ai bien compris, chouchouter son microbiote, c'est un levier pour déjà se sentir mieux dans son corps, mais aussi se combattre l'inflammation et se sentir mieux dans sa tête. Exactement, ça va jouer globalement sur tout l'organisme. On a un levier d'une démarche qui est une démarche globale en fait. Merci, Joël. Merci beaucoup.